Les baladeurs, récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent. Avant ce nouveau départ, nous tenions à vous annoncer l'ouverture des précommandes de notre 13e volume papier. Cette fois, nous y traitons la thématique de l'audio et de son rapport au monde extérieur. Des radioamateurs randonneurs qui gravissent des sommets pour passer leur message au disque d'or envoyé par la NASA à destination des civilisations extraterrestres, en passant d'ailleurs par le podcast Les Baladeurs, le champ est vaste. Rendez-vous sur le site lesothers.com pour en savoir plus et vous procurer les Others volume 13. Les frais de port sont offerts jusqu'au 15 juin. Et maintenant, place à l'épisode. Porté par la machine qui traverse pour lui les plaines monotones de la taïga russe, le voyageur observe depuis la fenêtre de son compartiment le paysage défiler. À grande vitesse, les détails deviennent des formes colorées et distordues. Il espère trouver en chemin l'inspiration qu'il est venu chercher. Comme un secret qui s'est transmis au fil des siècles, de nombreux écrivains voyageurs ont embarqué à bord du transsibérien dans l'espoir de trouver enfin les mots manquants à leur ouvrage. En 2015, pour assouvir son besoin de création, le musicien électro Tilassine décide lui aussi de partir sur les rails qui relient Moscou à Vladivostok sur plus de 9000 km. Sur le trajet, les bords du lac Baïkal deviennent des lieux de tête-à-tête enivrants et des villages isolés réservent quant à eux de curieuses surprises. Au rythme du train, des escales et des rencontres, Tilassine enregistre des sons, capte des ambiances, collecte des bruits, avant de s'enfermer à nouveau dans sa cabine exiguë pour composer son premier album, Transsibériane. Je pense que pour partir et être inspiré et tout, c'est hyper intéressant d'aller dans un endroit qu'on ne connaît absolument pas. D'une part, j'y connaissais rien de la Russie. On a une vision souvent un peu biaisée en Europe d'ailleurs de la Russie. En plus, j'avais peu d'images à mettre dessus, quoi. J'avais vraiment pas grand-chose. C'est pas une destination vraiment touristique. On sait pas trop ce qui s'y passe. On a plein de clichés qui sont véhiculés. Il y a aussi un peu d'imaginaire. Mais c'est assez abstrait, quoi. Donc, tout ça, c'était assez important pour moi. Et donc, je voulais me renseigner un minimum, en fait, sur le trajet, sur les destinations. Je voulais juste me renseigner le minimum pour préparer un peu et aider à ce que le projet se passe bien, que je sois pas bloqué par des problèmes techniques ou autres, mais essayer d'en savoir très peu pour être surpris, pour avoir cet émerveillement à chaque fois que je recherche vraiment, qui est assez important pour le véhiculer dans ma musique derrière. L'idée, ce qui m'intéressait beaucoup avec le transsibérien, c'est que c'était fixe, quoi. Il y avait un repère géographique, un point A, un point B, un repère temporel. Je partais tel jour, je rentrais tel jour. Donc l'idée, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là et est-ce que je peux rentrer avec un format. J'étais même pas sûr de faire un album, hein. J'avais même pas cette ambition. Je pensais faire un EP. Je me suis dit, si je fais 6 morceaux, c'est déjà cool. Mais voir ce qui se passe pendant toute cette période-là et de rentrer avec un truc déjà quasiment fini qui raconte ce périple. Donc il y avait une notion de carnet de voyage qui n'était pas encore très forte, dans le sens où c'était aussi un rapport assez conceptuel au train et à me dire, voilà, je pars et on voit ce qui se passe. Donc voilà, c'est la base du projet, c'était ça, en fait. Quand j'arrive à Moscou, je suis hyper excité. Du coup, la gare de Moscou, c'est une grande gare très belle parce que tous les vieux bâtiments comme ça à Moscou sont quand même assez forts. Mais après, à l'intérieur, c'est assez classique, hein. Il n'y a rien de totalement différent, si ce n'est que on a pas mal de matos parce que du coup,
Il y a une petite équipe vidéo avec moi, il y a la traductrice russe qui nous accompagne aussi, donc on trouve des mecs pour foutre tout le matos sur des chariots, des trucs un peu à l'arrache. Tu te rends compte que voilà, t'es plus en Europe aussi, quoi. Faut aller payer des mecs avec des chariots. Il y a toujours ce truc en Russie où faut toujours un petit peu se battre pour pas te faire non plus totalement arnaquer. Et on a cette chance d'avoir cette Palina, quoi, cette traductrice qui est géniale et qui engueule la moitié des Russes qu'on croise, qui est hyper forte et qui franchement nous a, enfin moi m'a pas sauvé le projet, mais a permis de l'emmener vraiment plus loin que ce qu'il aurait pu être, parce qu'on est passé partout, quoi, grâce à elle. En fait, le voyage, c'est 9288 km de Moscou jusqu'à Vladivostok. On avait 4 arrêts prévus avec l'arrivée à Vladivostok. Donc plutôt peu, mais l'idée c'était de faire en gros 2-3 jours de train, 2-3 jours d'arrêt sur place et ensuite 2-3 jours, voire 3-4 jours de train et de faire C'était un petit peu ça le rythme en gros, quoi. Donc voilà, on arrive dans le train, on monte dans le train. C'est pas un train particulièrement magnifique de l'extérieur, hein. C'est à l'inverse plutôt des vieux trains. Il y a des parties un poil plus modernes, des parties plus anciennes et tout. C'est pas l'Orient Express comme plein de gens ont en tête quand je leur parle du Transsibérien. C'est pas un train de luxe. À l'inverse, c'est le train populaire en fait. C'est le train que les gens prennent quand ils n'ont pas l'argent pour prendre l'avion en fait. Les gens qui vont aller voir de la famille. Il y a énormément de militaires aussi dans le train en fait. Tous les jeunes militaires qui sont envoyés en Sibérie prennent ce train-là. Les jeunes qui n'ont pas assez d'argent pour voyager, pour aller à Moscou, dans la grande ville, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas un train luxueux, plutôt étroit. Et notre premier contact, c'est cette Plovdiv qui nous accueille, qui va être notre hôtesse un petit peu dans le train, quoi. C'est assez typique. Donc voilà, je rentre. En gros, le train est divisé en 3 classes. T'as la 3e classe qui est un énorme dortoir tout ouvert. En général, ça sent bien fort. Les gens juste glandent sur leur lit à attendre. Ils jouent aux cartes. Des fois, il y a un peu de musique, il y a des chants et tout. C'est très vivant. C'est un peu l'atmosphère du Transsibérien qu'on entend parler souvent. C'est ce truc-là. C'est une odeur forte, une vraie vie, quoi. Une mixité culturelle et d'origine aussi, quoi. Et ensuite, t'as seconde et première classe qui sont des petits compartiments. La seule différence, c'est qu'en seconde classe, t'as 4 lits dans ce compartiment et en première classe, t'en as 2. Mais en gros, c'est juste des petits compartiments avec 2 espaces de lit et une porte qui se ferme. Donc moi, évidemment, je suis en 2e classe parce que j'ai besoin de m'étendre un petit peu avec mes machines et tout. Je pose mes bagages, je me défais un petit peu de mes affaires et tout, et il y a j'ai juste deux petits lits en fait, avec une micro-table au bord de fenêtre. Donc franchement c'est parfait pour moi. J'ai un lit qui sert à étaler tout le matériel que j'ai, un gros clavier, un clavier MIDI quoi, qui me sert à tout faire. Je fais les rythmiques là-dessus, toutes les mélodies, toutes les nappes, tous les trucs, je passe par là. J'ai des petites boîtes à rythme. J'ai une MPC que j'ai pris avec moi si j'ai besoin de vraiment sampler, de la jouer plutôt à l'ancienne et tout. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses honnêtement. L'idée c'était pas de s'encombrer. Je savais que j'allais pas pouvoir brancher 4 synthés en même temps et donc de partir un peu léger parce que évidemment on a prévu aussi de s'arrêter dans des endroits. Donc voilà, d'être plutôt léger, pas grand chose. Et franchement à l'époque j'avais pas beaucoup de thunes non plus. J'avais pris l'habitude de bosser avec très peu de choses. Clavier MIDI étant le centre du truc, tout se passe beaucoup dans l'ordi et surtout et les micros quoi, qui me permettent d'aller enregistrer toute la matière première. Et voilà, donc je m'étale un petit peu, je m'installe comme ça et là il y a une prise pour tout le wagon. Et là coup de bol de ouf, j'ai un peu prévu plus ou moins le truc, donc j'ai une énorme rallonge et j'ai une multiprise et
Et en fait, du coup, je suis au milieu du wagon et dès que je l'installe, je sors une grosse rallonge qui traverse tout le wagon et qui va se brancher au début du wagon avec la seule prise en fait où tout le monde se bat pour aller charger son téléphone, quoi. Et donc je fous une multiprise directement parce que sinon je sais que je vais me faire dégager. D'ailleurs au début j'ai juste mis la rallonge comme ça, puis bon ça a duré 5 minutes. Quelqu'un qui m'attège pour charger un téléphone. On va foutre une multiprise là et puis les gens ils seront contents. Mais donc voilà, je me branche là et c'est un courant pas très très puissant. C'est-à-dire que ça m'est arrivé pas mal de fois de plus avoir de jus. C'est très léger, quoi. Ça permet de faire tourner un ordi et tout, mais c'est pas violent comme électricité. Donc, je suis content d'avoir ma rallonge suffisamment longue et au moins j'ai l'électricité qui arrive dans ma petite cabine. Donc voilà, je me pose et dès que je me pose, je commence à composer direct. Et puis la nuit arrive et du coup moi j'arrête pas de composer et au fur et à mesure du voyage en fait je vais adorer de plus en plus composer la nuit, quoi, parce qu'en fait la nuit il y a une ambiance géniale en plus. Donc moi je suis parti, c'était quand même plutôt le printemps, donc les nuits sont très courtes, on est quand même assez haut dans l'hémisphère et à 4h du matin il fait jour et les ambiances au milieu de la taïga de pleine nuit sont magnifiques, quoi. La brume le matin et tout. Donc en fait, je crois que je rate quasiment aucun lever de soleil. Je compose toutes les nuits parce que je suis tranquille, je me sens hyper bien et tout. J'ai l'habitude de composer le soir déjà chez moi et j'aime bien ce rythme-là, cette espèce d'ambiance où tout est éteint et tu te sens hyper libre en fait, quoi. C'est aussi à un moment donné où tu te sens un peu plus enfermé. Ils éteignent les lumières, donc t'as plus la lumière dans les couloirs et tout. Moi, j'ai juste une sorte de petite lumière de chevet, on va dire, quoi. Et quand en plus c'est la tombée de la nuit où le jour se lève, du coup, ton regard est hyper attiré vers l'extérieur. Et t'es comme transporté. T'as le roulis du train, t'es toujours une sorte de petit balancement comme ça. Et t'es tout seul, moi j'ai mon clavier, mon ordi, mon casque dessus et des fois je me fais des petites pauses où je m'allonge, j'écoute ce que j'ai fait sur ma petite enceinte ou j'écoute ce que j'ai fait sur l'ordi mais en le laissant sur la table et puis moi je m'allonge. C'est d'avoir du recul sur ce que je fais et tout. Et je regarde juste le paysage qui défile à ma droite et je sais pas trop ce qui se passe le reste du temps, et puis après au bout d'un moment j'en ai plein la tête et je fais une pause et je traverse le train. J'essaie de pas réveiller la 3e classe, mais voilà, j'essaie de dégourdir un petit peu les jambes et tout est noir, tout le monde dort. J'avoue j'aurais pu faire un morceau sur les différents ronflements qu'il y avait dans le train, mais ça m'avait pas venu à l'esprit à cette époque-là. Mais voilà, donc tu te balades un peu seul et c'est hyper beau. Moi c'est le moment que je préférais, et puis le lever du jour avec plein de jeux de lumière en fait qui traversent toutes les fenêtres. Il y a toujours des espèces de vieux rideaux de grand-mère sur toutes les fenêtres du train et t'as la lumière qui traverse tout ça. T'as pas grand monde, t'as une espèce d'ambiance un peu poussiéreuse, tu vois, un peu sale, le gros samovar qui fume et tout. Ouais, ça c'est chouette, une ambiance très confinée, calfeutrée et qui grince un peu de partout, quoi. C'était assez fort. La première nuit dans le train, du coup, où clairement je dors absolument pas. Je vois en plus à un arrêt au milieu de la nuit un mec courir entre des wagons avec une sorte de collier brillant et tout. Non mais là c'est too much, quoi. C'est juste le cliché du transsibérien, de l'espèce d'énigme et tout. Donc je vois vraiment un mec courir avec un truc brillant comme une sorte de collier en diamant ou je sais pas quoi. Et il y a pas mal de trafic autour du transsibérien sur les petits arrêts, des trucs comme ça. Donc bref, j'ai l'impression d'avoir un peu halluciné, mais
mais je crois pas. Voilà, il y a ce truc-là, puis après, je continue et tout. Et le premier morceau que vraiment je commence à... où je me laisse totalement embarquer par le morceau et je le construis de A à Z, c'est un arrêt dans une petite gare. Donc les arrêts durent 15-20 minutes dans les gares. On a une sorte de tableau qui nous montre tous les arrêts qu'on a par jour. Il y a en général une dizaine d'arrêts dans la journée, quoi. Des arrêts des fois très courts, où c'est 5 minutes, des fois c'est 15 minutes. Je sais pas trop pourquoi, ça dépend des villes où ça s'arrête. Mais du coup, un premier arrêt, j'enregistre... j'ai déjà fait plein d'enregistrements du bruit du train, mais là j'enregistre vraiment le train qui passe avec son rythme et tout, un autre train qui passe à côté et qui s'arrête pas. Et donc on a je pars juste de ça en fait, la rythmique du train, avec tous ces petits grincements de trucs et tout. Je me dis, de toute façon c'est le truc qui rythme mes journées et mes nuits dans le transsibérien, donc... Enfin voilà, il est là, il est tout le temps avec nous, c'est toujours plus ou moins le même rythme, à part quand on redémarre après un arrêt, mais c'est toujours ce même rythme. Donc j'enregistre juste cette boucle-là, et je compose mon premier morceau en partant de ça. C'est-à-dire qu'il y a... C'est un peu un track multicouche en fait, où tout s'ajoute et tout repart comme ça, quoi. Mais le seul truc qui reste et qui, du début jusqu'à la fin, c'est le bruit du train en fait. Ce sera le premier morceau qui s'appelle Train ou Train en français, et qui est vraiment le premier contact avec cette locomotive. Tous les matins, il y a la prof-donista du coup qui vient te réveiller avec toute sa tendresse russe et qui ouvre la porte et qui veut à tout prix passer l'aspirateur dans les 2 mètres carrés de moquette qui séparent les 2 lits. Donc il me réveille tous les matins à pousser mes affaires, à vouloir absolument passer l'aspirateur parce que je pense que c'est vraiment le rôle qu'elle doit accomplir, et à servir du thé. Il y a un énorme samovar avec... du thé russe qu'on te sert tous les matins. Donc je suis réveillé comme ça tous les matins vers 8h avec un thé russe et un aspirateur. Et puis en général, je me rendors un petit peu après parce que je me suis couché il y a seulement quelques heures. Au bout de quelques jours, ça commence à être de la taïga, donc de la forêt sans fin, quoi. Et vraiment à perdre de vue, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a choqué, c'est ça, c'est que des fois, on pouvait se passer 2 jours, et en 2 jours, tu vois 2 cabanes en bois. En fait, la monotonie, c'est-à-dire le fait que le train roule tout le temps à 80 km/h avec ce paysage un peu sans fin qui change très peu, il y a ce truc où on se perd vraiment, et c'est ce que je cherchais, moi, en fait. En fait, on sait même plus où on est, on sait plus trop à quelle heure il est de la journée, si ça fait 2 jours ou 3 jours qu'on est parti. Et, ça fait un peu voyage sans fin, quoi. Premier arrêt vraiment musical et tout, c'est à Kazan, qui est une ville tatar, donc avec une culture assez intéressante, mélange de religion et inspiration assez turcophone dans la langue et tout, quoi. Et donc là, le contact, c'est un graffeur chopé sur Instagram qui s'appelle Artemi, qui est un mec de mon âge, hyper cool. Donc on sympathise très rapidement, on devient bien potes, et donc on passe la soirée avec lui, il nous montre un peu plein de trucs dans la ville et tout, et c'est cool. Et il nous dit, mais en fait, il y a un truc qui pourrait vous intéresser, c'est
Moi, mes parents, ils ont grandi dans un petit village paumé au milieu de la taïga. Moi, je dis oui, direct. J'ai pas entendu la fin. Et elle dit ouais, et puis voilà, c'est très typique du coin. Et puis c'est vrai que moi, l'idée, c'était pas de s'arrêter que dans des grosses villes et tout. C'était vraiment pas le but. Donc je fais, bah, carrément, banco, on file direct. Donc le lendemain matin, on le rejoint, on loue un petit van et tout, et on part là-bas. Le village s'appelle Belobezvodnie. Et en fait, ce qu'il me dit pas, c'est qu'entre-temps, il a contacté l'espèce de chef du village, hein, c'est entre un maire et un chef du village là-bas. Et en fait, j'arrive sur place et direct, il me dit tout le monde t'attend, viens, on va dans la salle des fêtes. Et là, dans la salle des fêtes, t'as une dizaine de vieilles dames en habits traditionnels qui commencent un concert en fait, de chants russes et tatars et de chants qu'elles ont toujours appris, et voilà, des chants qui leur font plaisir. Donc il y a un peu de tout. Des fois, il y a même des sortes de battle. C'est hyper chouette à voir. Et à un moment donné, il y a une petite dame qui est bizarrement habillée différemment des autres, qui est vraiment tatar et qui chante un morceau tout seul en tatar. Donc tout ça, on enregistre hein, évidemment, tout le concert. Et là, ce morceau, il est magnifique. Moi, il me touche énormément. Et je me mets à pleurer, quoi. Enfin, genre, j'ai des larmes qui coulent et tout, parce que d'une part, c'était très beau. Et en plus, c'était la première rencontre musicale. J'avais réussi mon projet, je suis parti. Et là, j'ai rien demandé à personne. Je sais que je me suis entendu avec un mec cool et on m'offre ça comme ça. C'est magnifique, donc je l'enregistre évidemment. Je discute. Il me raconte que c'est un classique de la mélancolie de ce pays, où c'est une dame qui est seule et qui voit son fils partir à la guerre. Enfin voilà, un rapport de lettres comme ça envoyé à son fils. Moi, je suis trop content, donc j'enregistre ça, je les remercie, on fait des photos ensemble et tout, on passe un moment sympa. Et après, on dîne chez ce pote dans la maison de l'ancienne maison, la dacha maintenant de ses parents, quoi, qui est dans ce petit village hyper particulier, un peu assez pauvre, avec tous les tuyaux de gaz hors de terre, et il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est vraiment entouré par la forêt. On se balade un peu, on tombe sur une vieille dame recouverte de moustiques partout, parce qu'il y avait plein de moustiques sur la période, et on ne comprend pas, genre elle a des centaines de moustiques sur les jambes, nous on est en train de courir partout pour essayer de les éviter, et elle est totalement à l'aise avec ça. Bref, voilà, c'est une ambiance assez particulière, et il nous invite à faire un banya russe, une sorte de sauna russe, quoi, avec une petite différence, c'est que en gros, le principe, donc, c'est d'être à poil dans un sauna et de se faire fouetter avec des branches de bouleau. Donc là, j'arrive, on se retrouve à poil d'un coup avec le mec que j'ai rencontré la veille, et il dit vas-y, allonge-toi et tout. T'allonges, il fait déjà extrêmement chaud. Je suis pas hyper habitué des saunas, mais bon, j'ai pas de souci avec la chaleur. Et là, donc, il te sort une sorte de bouquet de branches de bouleau avec les feuilles et tout qui trempent dans l'eau, et il commence à te fouetter tout le dos, il te fouette le cul, il descend comme ça, et en fait, à chaque coup de fouet, ça fait une vague de chaleur qui est hyper dure à supporter, quoi. Et il prend un malin plaisir à me fouetter comme ça, et puis du coup ça tourne, et je le fouette à son tour, puis après tu sors à poil et tu fumes partout dehors et tout, donc on passe un moment assez sympa, et on discute de plein de trucs, de musique. Il y a des potes à eux qui sont là, et on passe honnêtement une soirée géniale, quoi. Et voilà, et on rentre le soir même après ça, parce qu'on a le train qui repart le lendemain tôt. Donc on file en pleine nuit, on retraverse toute la taïga. Moi, je repars avec tous ces enregistrements et toutes ces émotions et ce moment passé, quoi. Et là, je remonte dans le train et je suis trop content, quoi. Je commence direct à bosser avec la voix de cette dame, en fait, quoi. Et que je commence à découper un petit peu, et puis voilà, je commence un morceau avec ça qui s'appelle Belobezvodnie.
Dans le train, du coup, les journées sont un peu longues. Il y a pas grand-chose à faire. Il y a juste des toilettes, le wagon bar et c'est tout. C'est un ensemble de wagons entre première, deuxième et troisième classe. Donc c'est des gens qui patientent, qui jouent à des jeux de cartes, qui dorment, qui sont sur leur téléphone. Une sorte d'attente globale, quoi. Le soir, ça s'anime un peu plus. Dans le wagon bar, je me suis retrouvé à jouer à des jeux avec des militaires russes, avec du coup Palina qui nous traduit à chaque fois, une sorte de jeu où il faut deviner ce qu'ils sont en train de mimer. Alors avec une traductrice, c'est assez fun, quoi. Donc voilà, plein de jeux comme ça finit souvent quand même assez alcoolisé. Et d'ailleurs, il y a une soirée comme ça où on joue longtemps avec tous ces militaires russes qui eux sont jeunes, pleins d'énergie et tout, et bien bourrés aussi. Et donc on passe pas mal de temps avec eux, avec des coups de vodka, avec apporter des toasts à chaque fois. Ça c'est très typique russe, apporter des toasts à tout, apporter des toasts au train, au lever de soleil, apporter des toasts à la vie, aux femmes, à tout ça et tout, quoi. Et au bout d'un moment, moi je commence à être cuit, quoi, et je m'échappe de ce traquenard avec les militaires qui partent dans tous les sens. Il y a aussi les hôtesses même qui jouent avec nous et tout. Bref, c'est des ambiances quand même plutôt sympas. Et moi je pars de ça à un moment donné. Je suis un peu bourré, surtout que moi je bois peu, donc ça m'atteint assez rapidement. Et je m'enferme dans ma petite cabine et je compose un morceau qui s'appelle Piani Pianine, qui veut dire le piano bourré en russe, et qui est un enchaînement de plein de petites notes de piano qui sont jouées par couche en fait, vraiment couche par couche, et qui s'accumulent et qui font une sorte de mélodie assez surprenante en fait, quoi. L'idée c'est d'aller à l'encontre du piano classique où on a deux mains et on se balade sur le piano avec deux mains. Là c'est moi j'ai deux doigts en gros, mais par contre j'ajoute plein de couches comme ça. Je suis pas du tout un très bon pianiste et tout, mais je me sers de la musique électronique pour composer des mélodies complexes comme ça. Donc ce morceau naît comme ça d'une soirée un peu trop alcoolisée, et il prend son nom facilement avec justement Palina où je lui explique le lendemain le morceau et tout, et qui me dit c'est marrant parce qu'en fait entre piano et bourré c'est la même racine en russe, et donc voilà, ça donne piani pianine. Beaucoup plus loin, plusieurs jours après, on s'arrête à Irkoutsk, qui est la grosse ville proche du lac Baïkal en fait, qui est une ville hyper belle avec vraiment qui n'a rien à voir avec Moscou, qui est que des petites maisons en bois, assez vieilles et tout. On se rend compte que les choses n'ont pas été rénovées jusqu'ici, quoi. Là, on est trop loin dans la Russie, on est trop loin dans la Sibérie. C'est beaucoup plus dans son jus. Ça fait moins Disneyland comme la Place Rouge peut l'être, qui est repeinte quasiment tous les ans. Donc il y a un truc assez fort, c'est assez chouette. Voilà, on arrive juste là, et puis après on prend un petit van avec un papy russe qui nous emmène vers le lac Baïkal, où en fait on avait un contact pour aller voir un chaman en fait. Donc on part là-bas et on sait pas exactement où il est. Donc sur le périple, on s'arrête des fois, on discute avec des gens. Est-ce que vous savez où il est, quoi. Et on arrive à le trouver. Et il a une sorte de yourte et puis des espèces de petites habitations à côté. Donc on discute un peu avec lui. Il sort son costume traditionnel. On part avec lui au bord du lac Baïkal. Il nous fait des chants traditionnels. Il nous raconte aussi son histoire avec son arrière-grand-père qui était chaman, qui est parti au goulag et tout. Et lui qui a une particularité assez sympa, c'est qu'il a un pouce fendu en deux à la naissance. Et donc il a un double pouce. Il a 6 doigts, quoi. Et voilà. Et son arrière-grand-père
qui est parti au goulag avait ça aussi, et c'est la marque des chamans et tout ça. Donc, il nous raconte tout ça, et toujours un peu en chanson. C'est du texte semi-chanté comme ça. Et moi, j'enregistre tout, et on arrive à le convaincre qu'il nous emmène sur une cérémonie qu'il va faire pour un village le lendemain, qui est pour le coup une vraie cérémonie comme il en fait assez peu. C'est plutôt un coup de bol, et c'est en gros un petit village au bord du lac Baïkal qui veut faire une cérémonie pour avoir plus de poissons, quoi. Donc on passe la nuit avec le chaman, on dort dans sa yourte, avec le feu qu'il faut entretenir toute la nuit. On se réveille, on est absolument enfumé. Mais c'est un beau réveil, du coup il y a une lumière magnifique qui traverse la yourte et tout. Et donc là on part, on reprend le van, et le chaman est déjà parti, lui. Donc il nous a donné une indication d'où il faut aller. Et on arrive sur les bords du lac Baïkal avec un village assez particulier, un peu en bois, mi-vieux, mi-avec quelques constructions récentes, mais un village pas très grand, quasiment pas d'arbres, un truc assez désertique, quoi. D'une colline, on aperçoit le chaman, et il y a pas énormément de villageois. Il y a, disons, 4-5 villageois qui participent à la cérémonie, que des hommes, et des femmes au loin qui voient la cérémonie. Et quelques autres personnes, des curieux. Il y a des enfants aussi un petit peu autour, mais on sent qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher. Puis d'un coup, il y a un pick-up qui arrive avec un bouc accroché à une corde, qui gueule comme un fou, qui sait exactement ce qui va se passer. Et du coup, qui est sacrifié pour la cérémonie, et qui sera par la suite bouilli, et sa peau enlevée et mis dans le feu, quoi. Et du coup, l'habit traditionnel du chaman, c'est assez magnifique pour le coup, hein. C'est une énorme toge bleu électrique, très fort, avec plein de broderies, et il a une sorte des colliers, en fait, avec des photos de ses ancêtres, en fait. Il nous explique que tout le chamanisme et tout, c'est beaucoup la célébration des ancêtres. Et donc, il y a des colliers énormes avec les photos de sa famille, en fait. Un chapeau aussi assez particulier qu'on pourrait imaginer comme des chapeaux anciens de cavaliers mongols, des choses comme ça, en fait. Il y a une sorte de tambour en peau et un bâton en bois sur lequel il tape. Et donc, quand il chante, il tape comme ça. Il y a une sorte de juste rythme lent, sinon il n'y a rien de musicalement très compliqué, mais voilà, juste il tape à chaque fois qu'il chante. Il a aussi des souliers complètement fous qui partent en pointe, et vraiment un habit assez incroyable, quoi. Super coloré, super fort. Enfin, quand on voit ça, tu vois lui qui est assez immense, qui est grand et gros, qui a une grosse tête et tout, avec son double pouce là, qui quand il bouge son pouce, ça fait quick, ça part dans les deux sens et tout. C'est assez incroyable, quoi. C'est une vision un peu folle. Puis derrière, tu vois le lac Baïkal. Et voilà, c'est une présence assez puissante, quoi. Ils commencent à faire plein de chants, ils tournent autour du feu, ils font brûler la peau du bouc, en fait, sur le feu. Ils jettent de la vodka dans le feu, ils font plein de tours comme ça. Donc nous, on voit ça un peu avec la distance, quoi. On essaie de comprendre un peu tout ce qui se passe. C'est un peu particulier, quoi. Et ça sent un peu bon avec ce feu et tout. Donc j'avoue qu'on a un peu intéressé par ce qu'ils vont faire avec ce bouc et tout. Et puis ils font à un moment donné un truc qui est un peu drôle, c'est qu'à la fin de la cérémonie, ils ont fait une sorte de bateau en papier, un petit bateau en papier, qui mettent dans le lac. Et on comprend qu'en gros, le bateau est censé partir dans le lac. Et en gros, c'est une offrande un peu au lac et tout. Et une fois que la cérémonie est terminée, on a le droit de descendre, discuter un petit peu avec eux.
c'est assez intéressant. J'avoue qu'il y a une partie de moi qui est un peu... Il y a un truc un peu triste dans le fait que ces villageois misent tout et donnent de l'argent, en fait. Et, ça leur coûte vraiment, en fait, de faire des cérémonies comme ça. Ils le font que, genre, on me disait une fois tous les 10 ans, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment rare. Et c'est assez triste de voir des gens qui galèrent à pêcher, donc à vivre de ça et tout, et ils mettent tout leur argent dans cette cérémonie. Donc voilà, on passe un peu de moment avec eux, et puis on repart. Et puis sur la route, on était venus avec les petites filles du chaman qui sont Aikai et Mandukai. Des noms hyper beaux comme ça, et qui sont adorables, qui passent tout le temps avec moi, à courir autour de moi et tout, et qui comprennent rien de ce que je leur raconte, mais on a un rapport hyper chouette comme ça. Et sur le retour, ils nous font des chansons d'école, en fait, quoi, que j'enregistre, mais parce que en fait, c'est hyper beau, il y a un truc hyper fort. On est en train de traverser. Donc là, c'est un paysage super désertique. Il n'y a rien, c'est la sorte de terre sableuse comme ça, avec pas d'arbres. Et le seul truc que tu aperçois, c'est des bouteilles d'alcool, des tas de bouteilles d'alcool, des fois à moitié cramées ou autres comme ça. Et des espèces de petites marmottes qui sortent leur tête comme ça de terre. Et c'est un paysage assez particulier, un peu beau, un peu triste. On sent qu'on est vraiment loin dans la Russie, dans la Sibérie, au milieu de nulle part. Et de voir toujours ces bouteilles de vodka au milieu de ça fait un peu chier, mais voilà. Le paysage est comme ça, la vie est comme ça là-bas. Et c'est une vie assez rude, et tu sens que l'alcool a une part quand même importante dans ces vies-là. Donc au milieu de ça, il y a les petites filles du chaman qui chantent dans le van, et moi du coup j'enregistre juste dans le van, donc avec un son assez compliqué, mais j'arrive à ressortir un truc, et du coup ça me sert d'interlude un peu, quoi. L'idée, j'avais pas envie de casser, c'était plutôt un moment qui lie. Il y a plein de moments comme ça qui liaient différentes rencontres, différents morceaux, et celui-là en fait partie, donc ça lie 2 morceaux. Je pose juste quelques accords dessus pour harmoniser le truc et les accompagner, mais je les laisse chanter comme ça. On entend un petit peu le bruit du van, et ça me plaît comme ça. Donc après tout ça, je remonte dans le train. Et là, d'ailleurs, c'est la plus grosse portion du train, ce qui me va très bien. J'ai 4 jours de train sans sortir. Et c'est génial parce que moi, j'ai les enregistrements du chaman, j'ai les enregistrements des filles du chaman, j'ai énormément de matière. Et là, ça fuse, je me laisse embarquer là-dedans. C'est un peu le dernier moment de composition forte pour moi. Après, on a 4 jours, on arrive à Vladivostok derrière, puis après c'est fini, quoi. Et donc là, pendant 4 jours, je fais que de la musique, quoi. Je dors quasiment pas. Le dernier jour, je me rappelle, donc c'était 4 jours, et je compose à fond pendant 3 jours. Et le 4e, j'en peux plus, quoi. 4e, après, là, je suis crevé, je commence à plus me rendre compte de ce que je fais, je commence à plus savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ouais, je suis arrivé au bout du truc, je crois. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'on arrive le lendemain à Vladivostok. Quand j'arrive à Vladivostok, j'ai un morceau que j'ai fait à partir du rythme du train, un morceau qui s'appelle Belo Bezvonier avec les chants tatars, j'ai le piano bourré, j'ai un morceau avec le chaman, j'ai une sorte de petite interlude avec les filles du chaman, j'ai un morceau un peu plus court, mais avec le trio de polyphonie à Irkoutsk.
J'ai le sample de la Castafiore que j'ai un peu travaillé, que j'ai commencé et tout, mais j'ai pas encore le morceau qui va hyper bien avec et tout. Je teste plein de trucs avec ça, mais c'est un peu moins évident, ça va prendre un peu plus de temps. Donc j'ai tout ça, et puis d'un coup je me dis ok, mais en fait là, c'est bon, j'ai un album, quoi. J'ai plein de morceaux, j'ai des enregistrements en plus d'ambiance, d'ambiance de gare, de bruit de partout, quoi. Et je suis plutôt satisfait. Ça n'aurait pas pu beaucoup mieux se passer que ça, donc je suis juste vraiment content et fatigué. J'ai hâte de faire écouter ça à d'autres personnes. J'ai hâte de faire quelques jours de studio pour peaufiner ça, finir les petits arrangements et tout, quoi. Et quand je rentre, c'est début juin, je crois, je rentre début juin, et j'ai sorti l'album en novembre, sachant que j'ai fini l'album fin août, je crois. Quand je fais de la musique en général, je la fais aussi pour moi, et je la fais avant tout pour moi. Une sorte de truc comme ça qui te permet d'extérioriser, qui te fait du bien, tout simplement. Donc j'ai toujours été dans une posture où mon but c'est pas de livrer, d'avoir une intention très précise par rapport à l'auditeur, mais là sur ce projet il y avait quand même quelque chose où il fallait transformer toute cette matière, et l'idée pour moi c'était juste de faire voyager un peu les gens, de leur faire entendre des choses différentes qu'ils n'ont pas entendues, et de raconter des émotions, parce que la plupart du temps j'avais aucune idée des paroles, de ce qu'ils me racontaient, et en fait tu t'attaches juste au son, tu t'attaches aux émotions, tu t'attaches à ce que toi ça transmet, puis après tu essaies de les faire traduire et tu te rends compte que c'était pas à l'opposé de ce que tu t'imaginais, parce que au final l'émotion parle déjà d'elle-même. Mais en général je me mets pas d'objectifs très précis là-dessus, parce que notamment ce projet, il a pris une tournure quand même assez différente de celle que j'avais en tête, qui était quand même assez conceptuelle, de voir comment le transsibérien allait m'inspirer. Au final, le transsibérien m'a inspiré des choses, mais les gens sur place m'en ont inspiré beaucoup plus. Les Baladeurs est une série audio du magazine Les Others. Cette 4e saison est réalisée par Thomas Fir et Clément Saccard. Les morceaux que vous avez entendus dans cet épisode sont ceux que Tilassine a composés pendant son voyage. Ils sont issus de son premier album, Transsibériane. La musique additionnelle et le sound design sont l'œuvre de Nicolas de Ferrand, et Laurie Galigani s'est occupée du mixage. Dans 15 jours, nous quitterons les longues étendues de la taïga russe pour le vertigineux massif de Torres del Paine, au Chili, dont l'ascension risque de vous faire perdre pied. À bientôt.